Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité en ce vendredi, c'est Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères et auteur de l'essai Le Monde au défi chez Fayard. C'est un éclairage sans langue de bois sur la réalité du monde dont on parlera tout à l'heure avec Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour, qui est ici ce matin pour vous interviewer aux côtés de Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Hubert Védrine, il y a 6 mois, c'était les attentats de Paris. Beaucoup de questions se posent encore, on le voit dans l'actualité. Est-ce que la France est la même ? Pour vous, y a-t-il eu un avant et un après attentat de Paris ? Il n'y a pas un avant et un après, mais il est vrai que cette tragédie épouvantable a contribué à faire évoluer l'opinion publique en France. Mais il y avait aussi les attentats de janvier, puis d'autres événements dans le monde. Il n'y a pas que ce qui se passe en France. Et l'ensemble de ces choses ont aidé à faire comprendre qu'il y avait un vrai problème tragique dans l'ensemble de l'islam, dans le monde entier. 1,6 milliard de gens. Et donc l'interprétation classique qui est tous ces problèmes, c'est pas lié à l'islam, parce que la France est devenue le pays au monde le moins apte à comprendre les phénomènes religieux par ailleurs. Donc c'est lié au social. Vous savez, c'est pas l'islam, c'est le social. Donc beaucoup de gens se sont réfugiés derrière ça. Il y a évidemment une dimension sociale aussi. Mais au lieu de regarder les éléments de frustration dans tel ou tel pays qui font que des gens s'engagent dans ce combat fou, on n'a pas regardé l'ensemble de la superstructure. Maintenant, il y a une prise de conscience. Je trouve ça important. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans, depuis toujours, qui se sentaient tout à fait abandonnés, des musulmans réformateurs, des musulmans modernistes, qui mènent depuis très longtemps des combats difficiles, soit dans leur pays, soit en France, ou à Londres, ou ailleurs, face à toute l'évolution, toute la dérive, wahhabisme, salafisme, djihadisme, extrémisme, etc. Et ils se trouvaient un peu abandonnés par les Occidentaux par rapport à ça, qui négligeaient cette dimension religieuse. Donc petit à petit, la France prend conscience de ça, et à mon avis, ça la rend plus apte. Mais on parle de la France, c'est pas ça qui va régler la question des talibans ou de Boko Haram, hein. C'est une question globale par ailleurs. Dans votre livre, vous dites c'est un retour au monde réel. Alors, c'est pas par rapport aux attentats, bien entendu, mais est-ce que ça nous permet aujourd'hui de constater le monde tel qu'il est, non pas tel que la France l'imaginait depuis tant d'années ? La dimension terroriste-sécuritaire est très importante, mais il n'y a pas que ça. Et quand je dis que les Européens sont obligés de sortir de leur bulle, enfin, ils ont rêvé à la communauté internationale, dont je dis qu'elle n'existe pas encore. C'est le départ du livre, ça, vous voyez. Ils ont rêvé à un monde post-tragique, post-historique, un peu comme disait le théoricien américain Fukuyama. Les Européens étaient fukuyamesques avant Fukuyama. Et la prévention des conflits, les gentilles ONG contre les méchants gouvernements, la société civile, la cour pénale pour punir les méchants. Enfin, toute cette vision du monde développée par l'Europe, qui est fort sympathique, mais qui marcherait que s'il y avait 8 à 9 milliards d'Européens de l'Ouest sympathiques, quoi, avides de coopérer. Bon. Donc ils étaient dans une bulle. Et les Européens aujourd'hui, pour des tas de raisons, il n'y a pas que ça, il y a aussi la question des réfugiés, des migrants, le manque de croissance, le risque britannique, plein de choses. Donc voilà, ils se croyaient dans la communauté internationale, ils se retrouvent dans Jurassic Park. Et donc les Européens sont obligés de se réveiller et d'apporter des réponses plus efficaces. Et dans l'urgence ? Alors dans l'urgence sur l'affaire des réfugiés et des migrants, tout ce qui n'a pas été fait pendant une vingtaine d'années sur Schengen, qu'on a élargi comme ça, dans un esprit de bonne camaraderie, sans se soucier de savoir si les frontières extérieures étaient gérables ou pas, sans se doter d'un système normal de contrôle à l'extérieur, qui aurait été à la fois européen, presque fédéral et même intergouvernemental, mais qui aurait fonctionné avec échange de données. Tout ce qui n'a pas été fait, il faut le faire dans la panique et l'urgence, alors que la question des demandes d'asile et des migrations économiques, c'est tout à fait différent, au fond. Et comme tout ça n'a pas été préparé, on est obligé de passer par les conditions excessives, abusive de la Turquie. On n'a pas le choix dans l'urgence. Mais il faut reconstruire un rapport de force différent. Vous parliez à l'instant de Boko Haram, enfin il y a quelques secondes. Le président de la République s'envole pour la Centrafrique. Il va y aller également au Nigeria. Il parlera évidemment de Boko Haram. Est-ce qu'il faut garder une présence militaire sur place selon vous ? Si la présence militaire française se retire, Daesh ou Al-Qaïda en Afrique réattaquent partout. Hein. Partout. Donc on n'a pas le choix là. Vous savez, pourtant, il y a des engagements de l'armée française. Oui, heureusement, d'ailleurs, en République centrafricaine, il y a un relais qui est pris petit à petit. Mais il y a un vrai bilan à faire. Mais je ne parle pas que de géopolitique dans le petit essai, hein, il faudra qu'on y vienne. Il y a un vrai bilan à faire des interventions occidentales. Il y en a toujours eu plus ou moins. Mais c'est vrai que depuis la fin de l'Union soviétique, depuis 25 ans, il y en a eu beaucoup. Alors toujours au don. Alors en France, c'était l'ingérence ou l'obligation, le devoir, la possibilité de protéger. Aux États-Unis, il y avait le courant néoconservateur, répandre la démocratie, s'il le faut par la force. Bon, il y a tout un courant occidental très prosélyte, de plus en plus interventionniste,
Et il y a un bilan à faire sur ce qui a été fait, les cas où ça a marché ou pas, les cas où c'était légitime ou pas. Et dans l'affaire africaine, ce que la France a fait ces dernières années au Mali et en République centrafricaine, c'est vraiment bien. Puisque malheureusement, les Africains ne sont pas encore en mesure de le faire eux-mêmes. Et n'oublions pas que dans les deux cas, ça a été décidé, soutenu par le Conseil de sécurité unanime. Aujourd'hui, l'idée de la France, c'est d'accompagner ces pays. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver toujours dans la même réflexion, ce même reproche, la France-Afrique? Non, ce n'est plus aucun rapport avec ça. D'abord, c'est demandé par les Africains. Oui. Sur la France-Afrique, il y aurait beaucoup à dire, on n'a pas le temps, mais il faudrait distinguer les périodes par décennies. Bon, c'était pas du tout au début, à l'époque de Gaulle ou Houphouët-Boigny, c'était pas du tout ce que c'est devenu après, les histoires de valises de billets. Hein. Et là, ça n'a aucun rapport. C'est aucun rapport, c'est des pays vraiment menacés par un extrémisme tangible, qui demandent de l'aide, les pays africains autour aussi, l'Union africaine aussi, le Conseil de sécurité, ça n'a rien à voir. Et quand le Conseil de sécurité dit, il faut vraiment empêcher le Mali de basculer, qu'est-ce qui est disponible? On fait le tour de la salle, il n'y a personne, sauf la France. C'est pas de la faute de la France si les Africains qui annoncent des forces d'action rapides depuis 15 ans ne les ont pas faites. Quant aux Américains, ils disent on est déjà dans plein d'endroits, ça suffit, on ne va pas là. Quant aux autres Européens, un peu lâchement, hypocritement, ils se croisent les bras. Ils attendent que la France agisse. Donc ça n'a rien à voir avec le débat historique, trop masochiste d'ailleurs, sur France-Afrique. Donc on est sorti de cette longue période bizarre où la France était la seule puissance au monde qui trouvait gênant et bizarre d'avoir une politique en Afrique. Alors toutes les puissances au monde ont une politique en Afrique, bonne ou mauvaise. Donc on est sorti de ça, c'est une autre histoire. Michael Zames. C'est également question de Daesh, beaucoup dans votre ouvrage. Il n'y a pas que les questions de géopolitique, il y a aussi les questions écologiques, on va y venir. Simplement, il y a quand même une actualité, notamment en Syrie, il y a Daesh qui encercle Palmyre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, encore une fois, pour que cette cité antique puisse retomber encore une fois aux mains de Daesh? Ça, j'en sais rien, les évolutions de la guerre. Ce qui est sûr, c'est que Daesh s'est implanté, Daesh c'est un mélange des débris d'Al-Qaïda en Irak et de l'ancienne armée de Saddam Hussein rejetée dans le néant par l'absurdité de la politique américaine après l'invasion de 2003. Donc ça a donné cette espèce de monstre. Mais ils sont sur la défensive, en fait. Ils ont perdu, selon les estimations, 30-40% de terrain. Bien sûr, bien sûr. Ils ont perdu beaucoup de terrain, les bombardements américains, les forces spéciales des différents pays, la combativité des Kurdes. Et quand même, maintenant, on est obligé de le reconnaître, l'intervention russe et finalement l'armée syrienne, même si au début les Russes n'ont pas tapé sur Daesh, mais sur l'ensemble des autres opposants, y compris d'autres islamistes, enfin, au total, ils sont sur la défensive. Maintenant, Hubert Védrine, il faut mettre ça dans la perspective longue. Puisqu'on en parle, ce sont les Russes aujourd'hui qui mènent la danse en Syrie. C'est eux qui ont les cartes en main, oui. Est-ce que c'est regrettable que les Occidentaux, la France, les Américains, ce ne soient pas eux qui mènent la danse, justement? Ce qui est regrettable, c'est que leur politique a échoué, oui. C'est un échec. Oui, vous le constatez vous-même, puisque vous constatez que ce sont les Russes qui ont les cartes en main. Donc je voulais savoir quel était votre sentiment par rapport à ça aujourd'hui. Je l'ai exprimé plusieurs fois, mais même il y a très longtemps, au tout début et sous le quinquennat précédent d'ailleurs. Il y a la politique des Occidentaux voulant à tout prix obtenir le départ de Bachar el-Assad a échoué, puisqu'il est toujours là. Il est toujours là, ça n'a pas marché. Les positions françaises et américaines en partie, et beaucoup d'Hillary Clinton étaient moralement fondées, parce que c'est un régime affreux. Il n'empêche que ce régime est toujours là, et qu'à un moment donné, quand il y a plusieurs menaces en même temps, il faut être capable d'établir des priorités. Et comme les politiques occidentales globalement ont échoué, aujourd'hui c'est les Russes qui ont les cartes en main, et l'avenir de la Syrie dépend beaucoup, beaucoup d'eux. On aurait dû d'ailleurs dès le début plutôt rechercher un accord avec la Russie, mais c'était dans une époque où on considérait encore la Russie comme quantité négligeable, et toute la politique de Poutine, c'est aussi cette dimension, démontrer que la Russie n'est plus un paillasson. Alors on peut être furieux, on peut se lamenter, mais les faits sont là. Si je reviens un petit peu sur la France, aussi également dans votre ouvrage Le Monde au défi, on constate finalement que la France, elle regarde un petit peu ailleurs alors que le monde est en train de bouger. C'est le côté passéiste de la France, on n'arrive pas à s'y mettre? Non, je ne parle pas tellement de passé. Enfin, j'ai parlé de la difficulté de la France à se réformer, c'était dans le livre précédent. Là, c'est pas ça mon fil conducteur, même si votre remarque demeure vraie, bien sûr. On n'est pas passéiste, en fait, on est immobiliste. Il y a d'immenses forces de statu quo. Quoi. Ça tient au caractère français, c'est quoi? C'est le côté... C'était mieux avant. C'est le oui, alors, nostalgique. On ne sait jamais quand c'est avant. C'était certainement pas mieux en 1940, qui est le point le pire de l'histoire de France, l'effondrement de tout. C'était pas mieux, je sais pas, au lendemain de Dien Bien Phu, c'était pas mieux en 1870. On a cru que c'était mieux en 14-18 à la sortie, mais enfin, on s'est gouré après. Donc il y a une nostalgie qui est assez forte.
parce que les Français ne se retrouvent pas dans la mondialisation telle qu'elle a tourné, quoi. Elle est déboussolante, vous voyez, par rapport à ça. Mais je ne parle pas spécialement de la France dans mon raisonnement. Je parle de l'idée. C'est un fil conducteur. On Est-ce sent qu'il y a bien une que derrière, communauté internationale? Non. Et pourquoi pas encore? Et sur quoi peut-on l'aboutir? Et c'est là où j'en viens à l'écologie. Mais c'est vrai que la France est tellement tenaillée par tellement d'interrogations. Regardez les débats sur l'enseignement de l'histoire, par exemple. On est passé d'un enseignement de l'histoire qui était caricaturé sous le nom de roman national, les rois qu'ont fait la France, puis la suite, bon, et on est passé à une sorte de roman antinational, où finalement on n'entend que l'aspect masochiste autocritique. Il n'y a presque aucun autre pays qui soit masochiste et convulsif à ce point. C'est un signe, vous voyez, parmi d'autres. Donc les Français sont mal à l'aise, ils sont mécontents de tout, ils ont cru que l'Europe allait les protéger, et ce n'est pas le cas, et donc ça crée une espèce de fureur. Mais enfin, ce n'est pas que français, parce que dans tous les pays, dans toutes les démocraties représentatives, il y a une crise de la démocratie représentative, où les gens ne se sentent plus représentés. Alors les élites effarouchées et terrorisées appellent ça le populisme, mais c'est vrai que les peuples sont furieux, aux États-Unis aussi. Donc ce n'est pas que français, ce n'est pas que européen. Donc comment est-ce qu'on va faire surnager, survivre, rebondir les démocraties modernes à coup de démocratie participative? C'est certainement la piste. Parce que si on va à la démocratie directe, c'est une espèce d'autodictature généralisée de tous sur tous. Donc il y a plein de crises qui se mélangent, tout arrive en même temps, et ce n'est pas spécifiquement français. Mais vous m'éloignez de mon fil conducteur, qui est d'aboutir à la dimension écologique. Et justement, aussi bizarre qu'elle puisse paraître venant de moi, puisqu'on ne m'attend pas là-dessus. Ben voilà, c'est ça, c'est pour ça que vous parlez d'écologisation. Alors c'est quoi l'écologisation? C'est quoi? C'est l'écologie avant tout? Non, je parle de l'idée, c'était la question que me posait Claude Durand, mon ancien éditeur chez Fayard, malheureusement décédé aujourd'hui. Il me disait, mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de communauté internationale? Alors je réponds, il n'y en a pas, on n'a pas réussi à l'imposer sur la base des valeurs occidentales universelles. L'économie globale de marché ne suffit pas parce qu'elle est enrichissante mais très déstabilisante. Et j'en arrive à une idée ultra simple, vous serez forcément d'accord. Le seul lien entre tous les êtres vivants sur la planète, quelle que soit leur mentalité, leur conception, leur culture, leurs obsessions, c'est le fait que la Terre demeure habitable. Quand je dis ça, les gens disent « mais oui, d'accord, mais ça va de soi ». Ben non, ça ne va pas de soi. Quand on fréquente les milieux scientifiques, ils sont très inquiets, certains sur le climat, mais la plupart d'entre eux sur l'addition de climat, effondrement de la biodiversité, nuisances, pollution, artificialisation des sols, les grands fonds marins, les ceci, les cela, multipliés par la démographie. On ne peut pas avoir 8 milliards d'habitants sur la planète qui vivent à l'occidentale ou à l'américaine. C'est pas possible. Simplement, si on prend les arguments écologiques à l'instant T face aux producteurs d'élevage ou de l'agro-industrie, c'est incompatible. Incompatible. Donc c'est le blocage généralisé. D'où j'introduis l'idée toute simple. C'est une écologisation sur 10, 20, 30 ans. Comme on a parlé d'industrialisation, et là, tout devient soluble parce qu'il y a des bons en avant incroyables dont on ne parle pas assez dans les milieux politiques ou médiatiques en matière de recherche, d'invention, de technologie, etc. Donc si on met dans la durée... Mais est-ce qu'on ne va pas vous faire le reproche d'être un nouveau converti? Non, parce que je parle d'avoir été, au fond, très proche du pouvoir, secrétaire général de l'Élysée de François Mitterrand. Oui. Non, mais de ne pas avoir pris conscience suffisamment tôt de ces problèmes-là. Non, j'ai écrit là-dessus depuis longtemps. Sur l'écologisation, ça fait des années que j'en parle, sauf que quand je vais dans des émissions... Vous n'étiez pas perçu comme étant un grand écologiste? Parce que quand... Non, mais je ne suis pas un grand écologiste, je ne suis pas un militant de la chose. Et d'ailleurs, la façon dont les écologistes politiques ont complètement perverti et raté les ayatollahs tragique. Ouais. Parce qu'ils ont mis tout le monde contre eux. Ils font 3 ou 4% d'intention de vote, ils devraient faire 90% si c'était présenté autrement. Donc j'ai toujours pensé ça. J'ai écrit, je ne suis pas venu avec tous mes textes d'avant, mais quand je vais dans des émissions, on me dit qu'est-ce que vous pensez de l'islam et de Poutine et de la Chine, tout ça. Mais vous préfériez parler de... Il n'y a aucune contradiction entre être un réaliste en matière géopolitique sur l'état réel du monde, qu'il faut que les Français redécouvrent dans leur propre intérêt, et le fait que le vrai lien collectif sur la planète, c'est ça. Il n'y a aucune contradiction. Et les milieux économiques et financiers sont en train d'évoluer beaucoup plus vite que les milieux intellectuels. Le principal fonds de pension au monde, qui est le fonds norvégien, a décidé de se retirer du charbon, par exemple. Donc il va y avoir des choses énormes dans le monde de l'économie, et les intellectuels qui vont discuter un peu jusqu'à la fin des temps sur est-ce que je suis pour, contre, écologiste ou pas, ils risquent de rester sur le carreau par rapport à ce vaste mouvement où les émergences seront très dynamiques. Et comme je voyage beaucoup, je regarde, je compare, je voudrais qu'on se remette dans ce courant
qui est une écologisation, mais sans sectarisme. Qui les symbolise aujourd'hui dans le monde comme leader politique, ce que vous décrivez? Il n'y a pas un leader qui symbolise ça, parce que les leaders, ils doivent arbitrer. Mais quand les Chinois décident de fermer 1000 centrales à charbon, ils ne le font pas pour faire plaisir à la diplomatie française. Vous voyez? Puis je pourrais prendre des dizaines d'exemples. Christophe Bordet. Hubert Védrine, on a envie de vous entendre quand même aussi un petit peu sur la politique nationale aujourd'hui. La loi travail votée. Pourtant, il y avait plein de questions à me poser pour rebondir sur l'écologisation. Sans doute, mais on a aussi envie de vous entendre sur l'actualité. Une loi rabotée, mais qui bouleverse quand même le code du travail. Plus d'accords par branche, mais des accords par entreprise, par exemple. Est-ce que vous reconnaissez... Vous reconnaissez, vous, dans cette loi qui a été votée? Est-ce que vous avez un peu suivi? J'imagine que oui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette évolution? Moi, globalement, je suis favorable à des réformes importantes qui ont été faites dans à peu près tous les pays développés au monde, hein, sauf nous. Les réformes Schröder, les réformes en Suède, les réformes au Canada. Il fallait le faire. Oui, il faut le faire, parce que c'est très peu de choses, cette loi, finalement. C'est extravagant. C'est trop peu de choses. Oui, bien sûr. Moi, j'étais très favorable à la première version. Je pense d'ailleurs qu'il aurait fallu faire la première version avant, au début de ce quinquennat, sous le quinquennat précédent. Donc, Manuel Valls a eu tort de reculer face... Non, mais j'entre pas dans ces histoires. Je pense que la France en a besoin. La France en a besoin. Rappelez-vous que les fameuses réformes Schröder, à l'époque où l'Allemagne était en train de devenir l'homme malade de l'Europe sur le plan économique, elles ont remis l'Allemagne au premier plan. Et l'Allemagne d'aujourd'hui est forte, évidemment, sa démographie, après la réunification, mais aussi ça. Et Mme Merkel surfe là-dessus. C'est les réformes Schröder, c'est pas les réformes Merkel, vous voyez, par rapport à ça. Et il y en a eu dans tous les pays développés, y compris des pays qui ne sont pas dans l'euro, comme la Norvège, des pays qui ne sont pas en Europe, comme le Canada, etc. Donc il faut que la France, un jour ou l'autre, même si c'est devenu un pays arc-bouté sur les avantages acquis, même s'ils sont dysfonctionnels, on atteint 57% de prélèvements obligatoires. C'est un taux extravagant. Ça entraîne une fiscalité qui est effarante et qui asphyxie le système économique. Tout le monde le sait. Des taux qui ont été largement augmentés sous la présidence de François Hollande. Quand même. Non, mais pas que ça. Non, pas que ça. Ça fait des années et des années. Bon. Donc, je crois que c'est une nécessité. Je pense que la loi initiale était peut-être mal rédigée, mais enfin, l'idée était bonne. Il ne reste pas grand-chose. Bon. Enfin, c'est extravagant qu'il y ait eu ce rassemblement d'hostilité, d'agressivité par rapport à... Et de frondeur. Oui, bien sûr, oui. Merci. Mais enfin, ils n'ont pas de perspective véritable. Donc, si on veut reprendre pied, jouer tout notre rôle, y compris dans l'affaire de l'écologisation, qui est une affaire économique aussi, bien sûr. On serait plus fort, si on arrivait à faire toutes ces fameuses réformes. Mais il faut en convaincre les gens aussi. Merci Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, auteur de Laisser le monde au défi chez Fayard, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille deux éditorialistes de la presse quotidienne régionale s'il en est, Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées et Hubert Coudurier du Télégramme. J'ai pris mon temps parce que vous avez salué Hubert Védrine qui vient de quitter ce plateau, qui était notre invité ce matin dans la matinale d'info et qui a tenté d'élever un peu le débat. On avait oublié ça. On avait oublié ça depuis quelque temps et puis surtout on avait oublié, ou moi ça m'était pas passé totalement aperçu pour moi, qu'il était un grand écologiste, contrairement à ce qu'il dit. C'est-à-dire que depuis longtemps, il s'intéressait à ces questions. Il écrit depuis peu dessus, visiblement. Jean-Michel et moi qui avons démarré il y a quand même 25 ans, à l'époque triomphante de la Mitterrandie, nous avions l'habitude... Il était secrétaire général de l'Élysée. Nous avions l'habitude de fréquenter ces esprits un peu élevés qui manquent aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'entre Bianco, Védrine, Attali, etc., Védrine est un petit think tank à lui tout seul, et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, non seulement dans le débat politique, mais surtout parmi les dirigeants. On a un peu l'impression que le niveau a baissé, on ne réfléchit plus, on est dans l'action en permanence. Oui, mais enfin, on le voit plus, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, comme conseiller que comme homme d'action, Hubert Védrine. Pourquoi d'ailleurs, Jean-Michel Elvig ? Il vaut mieux un bon conseiller qu'un mauvais homme d'action, en l'occurrence. C'est vrai que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de champs, qui pense la globalité, en même temps qui essaye de resserrer la globalité et la complexité sans se payer de mots. Il utilise peu de... Sa formule écologisation est très intéressante. Il y a le côté écologisation des esprits, cette fois-ci, une analogie en bon terme. Ça imprègne l'esprit
l'esprit d'un certain nombre de dirigeants de la planète pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une vision idyllique ou prophétique du monde, mais tout simplement parce qu'il faut bien se sauver soi-même. Il y a ce côté chez la France, donneuse de leçons, la France qui dit le droit, et là le voile se déchire de plus en plus, la France découvre la mondialisation telle qu'elle est, et donc... J'ai retenu une phrase qu'il a dite d'ailleurs à ce propos, il a dit une vision du monde développée par l'Europe, qui est totalement en question aujourd'hui. Mais la France devait être, sous Mitterrand, le fer de lance de l'Europe. Et aujourd'hui, comme il l'a rappelé à la fin de l'émission, c'est l'Allemagne qui a pris le dessus, parce que l'Allemagne a fait les réformes que nous n'avons pas su faire, et a su se moderniser, s'adapter. Et nous sommes restés dans les discours, les incantations et les affrontements idéologiques. Alors la vision du monde de l'Europe, c'est pas la bonne, Jean-Michel Elvig ? Oui, je ne me permettrai pas de dire qu'elle est bonne ou mauvaise. C'est évidemment, tout est dans la nuance. Je pense qu'il va un peu vite en balayant tout ce qui fait un peu référence commune, valeur commune. Après tout, c'est aussi un levier, même si c'est illusoire d'être dans une espèce d'idéalisation des comportements. La COP 21, c'est vrai que si tout le monde a voulu être sur la photo, et c'est pas seulement une photo d'ailleurs, c'est aussi pour répondre à une conformité à ce qu'il est. Enfin, le mot communauté internationale ne lui plaît pas, mais il y a bien quelque chose quand même qui y ressemble, où chacun essaye de montrer par rapport à sa propre population, par rapport à la propre image de lui-même, qu'il est dans le sens de l'histoire. Il dit deux choses précises là, dans son intervention. Il dit d'abord sur le Proche-Orient, on s'est planté, l'Europe n'existe pas, et donc on doit s'en remettre aux Russes pour régler la situation. Les Russes qui font la loi. Voilà, pourquoi ne pèse-t-on pas plus? C'est au fond ça la question. Surtout, on aurait dû s'entendre avec les Russes au départ pour essayer d'arranger les choses. La deuxième chose, il parle de l'éventuel retour de la France-Afrique. Vous savez qu'à l'époque de Mitterrand, on a été très critiqué, très culpabilisé pour le rôle de la France au Rwanda. Il dit heureusement que la France était là. Absolument. Heureusement que la France a pu stabiliser la situation en Centrafrique. Présence militaire française indispensable. Et il a même dit tout à fait clairement que la France avait vraiment bien fait, et sous mandat de l'ONU en plus. Donc légitimement. Arrêtons de nous laisser culpabiliser en permanence. La France doit avoir une politique africaine et on ne peut pas l'empêcher de l'avoir. En même temps, on ne peut pas non plus charger l'Europe de tous les péchés s'agissant de la Russie, parce que la volonté de minorer la Russie ou de l'obtenir pour quantité négligeable était plutôt le fait des Américains. Oui, mais il ne pose pas la question des moyens. Tout ça coûte très cher. Comment les Français vivent ça dans leur quotidien, ces interventions militaires dont on sait qu'elles coûtent très cher au budget de la nation? C'est pas ce qui coûte le plus cher. 450 milliards d'aide sociale en France, 10 milliards pour les interventions extérieures. Mais vous entendez ce discours? Vous pensez que c'est un discours qui peut se développer? On peut se demander si la politique étrangère dans une campagne présidentielle, par exemple, de compenser une certaine gesticulation qui permet de compenser une certaine stagnation au plan économique et une incapacité de la France à faire face aux défis du monde. Oui, je ne pense pas que le budget militaire, en tous les cas, quand il est utilisé et qu'il est expliqué, dont l'utilisation est expliquée comme ça est expliqué pour l'intervention en Afrique en rapport avec le terrorisme, je ne pense pas que ça fasse énormément de débat, et je ne pense pas qu'il y ait un mouvement d'opinion sur le thème défendons-nous nous-mêmes avant d'aller nous porter sur le théâtre extérieur. Alors, Hubert Coudurier, Hubert Védrine, qui était notre invité ce matin, il trouve qu'on n'a pas été assez loin avec la loi travail. C'est évident, au lieu d'inviter toujours les mêmes agités qui sont dans des postures politiques, c'est vrai qu'il vaut mieux entendre des esprits éclairés. C'est l'évidence même, et il faudrait quand même le comprendre. On est en train de se battre aujourd'hui. Il y a des affrontements, il y avait encore des affrontements très violents hier à Nantes et à Rennes, avec des casseurs, pour une loi qui est quasiment émasculée. Michel Elvig. Oui, enfin, c'est à force de prendre du champ, et c'est bien qu'ils prennent du champ, et c'est bien d'entendre des gens comme lui qui ont cette distance et cette capacité d'analyse globale. En même temps, la politique, c'est aussi des gens. C'est des gens, des affects, des peurs, des angoisses, des intérêts. Et ça, c'est aussi le rôle de la politique, des hommes d'action, comme on dit. On va terminer par vos unes, celle du Télégramme. Euro, Hubert Coudurier, c'est une indispensable. C'est Ben Arfa sur la touche. C'est la question que tous les Français se posent aujourd'hui, plus que effectivement les questions géopolitiques ou d'écologie. Pourquoi Ben Arfa est en réserviste et n'est pas dans la sélection? Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent dans le Télégramme ce matin?
Bah, je pense, oui, c'est la psychologie de Deschamps. Je ne suis pas assez spécialiste La du psychologie sport. de Deschamps est une réponse à tout. Jean-Michel Elvig, alors c'est bizarre, c'est une rune avec du rugby, avec du rugby dans la République des Pyrénées. Oui, ça c'est C'est bizarre ça. Bah, c'est bizarre, excusez-moi, mais enfin. C'est le pays. Oui, c'est quand même le pays du rugby, le pays du basket aussi. Mais la une, c'est plutôt sur 2 morts et 7 blessés dans l'explosion de l'usine, qui n'est pas seulement un petit fait divers comme ça, qui rentre en résonance avec l'angoisse d'AZF. AZF, c'était Toulouse, c'était il y a 15 ans. Et c'est quand même quelque chose qui est resté dans les esprits. Et quand il y a un accident de ce type, c'est des bouteilles d'acétylène qui ont explosé dans une zone industrielle à Bayonne. Ça a une résonance, une plus profonde résonance que si c'était un simple fait divers. Merci Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées, merci. Hubert Coudurier du Télégramme. On se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale d'info. Bon week-end à tous, à lundi.